vous a choqué, cette photo? Oui, bien sûr qu'elle me choque. Je pense que le président de la République a des devoirs et pas des droits. Emmanuel Macron est un enfant roi, et les enfants rois ne supportent pas, ils sont intolérants à la frustration, ils ne supportent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Je pense simplement que Kantorowicz a écrit un très beau livre là-dessus, il y a ce qu'on appelle les deux corps du roi, et que chez nous, surtout chez nous, la Ve République, avec une constitution écrite par le général de Gaulle, il y a un président de la République élu au suffrage universel, il y a un corps premier, qui est celui d'Emmanuel Macron, et puis un deuxième corps, qui est le corps de la France, qui l'incarne. Et donc, il a oublié ça, alors qu'il semble le connaître, la connaître, cette thèse de Kantorowicz. Et un président de la République ne fait pas ça, si je puis utiliser une expression qui a déjà été utilisée. On ne tolère pas ce genre de photographie dans ces circonstances, dans cette occasion, avec un doigt d'honneur, première chose. Deuxième chose, quand ça fait plein de bruit sur le net partout et qu'on fait savoir que c'est inadmissible, ce genre de choses, on ne revient pas à la charge en disant que bien sûr que si, qu'on persiste et signe, et que président de la République, on a bien vu ce qui se passait, que ce qui se passait, on le tolère bien sûr, et qu'on le valide. C'est ça mon problème. C'est pas qu'il se soit fait avoir, tout le monde peut se faire avoir avec un selfie, c'est juste que quand après on lui dit « ce serait peut-être bien que vous puissiez dire qu'effectivement vous êtes fait avoir avec ce geste que vous n'avez pas vu », et puis il dit « mais pas du tout ». Ou le condamner. Pardon ? Ou le condamner. Après dire, tout le monde aurait compris qu'il puisse dire « écoutez, je rencontre plein de gens, je fais plein de selfies, je ne maîtrise pas tous les selfies, ce selfie est insupportable, et puis vous faites 2 ou 3 phrases, et l'affaire est réglée ». Pas du tout. Il s'en vient faire une espèce de théorie en disant « mais il s'adresse, ce doigt d'honneur, à des gens qui nous disent que dans ces quartiers, on ne peut pas pénétrer, si je puis me permettre l'expression, et il nous dit vous voyez que c'est possible, donc ce doigt d'honneur, il est fait pour les électeurs de Marine Le Pen ». On rêve que ces éléments de langage aient pu être fabriqués par 30 communicants. C'est son obsession à Emmanuel Macron, contrer Marine Le Pen ? Oui, bien sûr. Contrer et garder. Et la garder pour les élections européennes. C'est-à-dire que il faut absolument, on en a besoin. C'est un ennemi désigné qui lui sert. C'est une méchante dont on a besoin, donc il faut absolument qu'elle soit méchante, mais il faut que la méchante soit au deuxième tour pour pouvoir être élue au premier tour. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'elle soit méchante, mais il faut qu'elle soit quand même un peu forte. Alors là, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit très forte, et c'est pourquoi il faudrait un peu taper sur Jean-Luc Mélenchon ces temps-ci, parce qu'il y a une espèce de porosité. Les anciens de la CGT et du PC qui sont partis au Front National, donc on sait très bien que si finalement on obtient un report de 2, 3, 4 points des gens qui votaient Mélenchon sur Marine Le Pen, ça devient formidable parce qu'on peut crier au loup en disant « vous avez vu, le fascisme avance, je suis un rempart, je suis un progressiste, s'il vous plaît, votez pour moi, il s'agit juste, vous avez le droit de ne pas m'aimer, mais il s'agit juste de défendre la liberté et la démocratie, puisque la liberté et la démocratie, c'est moi ». Vous aviez écrit une première lettre à Emmanuel Macron pour dénoncer le fait du prince lorsqu'il a nommé... Philippe Besson, consul général de Los Angeles. Le fait du prince, c'est un peu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, selon vous ? On le voit. Il a changé la loi pour nommer quelqu'un qui est l'un de ses courtisans. Il a changé la loi à nouveau pour nommer une femme recteur, alors que la loi ne le permettait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce président de la République qui estime qu'il fait la loi ? C'est une dérive autoritaire ? C'est de la monarchie pure et simple. C'est l'État, c'est moi. Mais on n'y est plus. Louis XIV, c'est terminé. La loi, elle est faite par le peuple pour le peuple. Je rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et ça n'est pas le chef de l'État qui décide d'une loi pour pouvoir placer un copain consul, quand il n'en a pas les talents ni les compétences, ou une copine recteur d'une académie, alors que, semble-t-il, elle n'a pas non plus les compétences. On le voit dans les médias aujourd'hui, on ne peut plus dire des choses qui mettent les gens mal à l'aise. Vous le sentez également ? C'est une régression de la liberté d'expression ? Oui, c'est évident. Vous savez, quand vous regardez un certain nombre de films simples que les Français ont beaucoup aimés, regardez Rabbi Jacob, par exemple, des comiques comme Pierre Desproges, regardez d'autres comiques comme Coluche, par exemple, ou même Fernand Reynaud. Enfin, je sais pas, vous prenez des choses qui paraissaient évidentes. Pierre Péchin, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps. Tout ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a un comique officiel, qui est souvent une espèce de comique troupier, on le trouve à France Inter, aux gens, c'est d'ailleurs un comique qui n'est pas très drôle, mais qui n'est pas un comique, qui est une façon de ricaner, de riocher, de dire des méchancetés en balançant des vannes, en prétendant que c'est de l'humour. Donc je dis, mais vous êtes formidable, vous n'avez pas aimé mon texte parce que vous ne le trouvez pas drôle. Libre à vous de ne pas trouver mon humour drôle. Ça existe, des gens qui ont un humour pas drôle. On ne peut plus rire de tout aujourd'hui ? Bien sûr que non. Il faut rire depuis les attentats contre Charlie Hebdo ? Par exemple, tout le monde est Charlie Hebdo, mais moi, j'aurais pas droit, par exemple. Tout le monde était Charlie Hebdo à l'époque, et je dis, mais mon texte, il rend possible cette formule du « je suis Charlie ». Et j'ai pas le droit. Et qui a le droit d'être Charlie ? Il faut taper sur les mêmes victimes, et il faut épargner
les mêmes sujets, et là, vous avez le droit de rire. Donc s'il faut obéir au rire officiel en disant ça c'est un rire officiel et quand il s'agira de Marine Le Pen vous allez pouvoir taper autant que vous voudrez, mais rire sur Emmanuel Macron ça ne se fait pas. Alors évidemment on ne va pas dire votre texte attaque Emmanuel Macron. Pourquoi ça ne se fait pas pour Emmanuel Macron? Parce que c'est le roi, c'est le prince, parce que les journalistes jouent leur carrière, parce que quand ils sont éditorialistes, ils jouent leur place. Mais plus qu'avec les précédents présidents, selon vous? Je pense, parce qu'il y avait, quoi qu'on dise, une espèce de tolérance chez François Hollande qui laissait faire, qui laissait couler, qui avait un certain humour, mais qui en même temps, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur ce terrain-là. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas non plus de nomination d'individus, on lui a reproché des choses un peu autour de lui. Julie Gaillet, c'est sa vie privée, on a fait des photos de paparazzi, on ne peut pas lui reprocher une chose pareille. Morel qui faisait cirer ses chaussures, je crois, ou Aquilino Morel qui faisait cirer ses chaussures par quelqu'un qui venait à l'Élysée. C'est pas très fin, c'est pas très malin, mais enfin c'est pas non plus interdit si vous payez quelqu'un ou ce genre de choses. Il n'y avait pas ça chez Hollande. Il y avait chez Sarkozy le désir de placer des individus et il y a chez les journalistes une fâcheuse tendance à aller au-devant des désirs du chef pour pouvoir disposer d'une promotion, pour pouvoir être maintenu dans le poste. Oui, ça c'est évident. Qui est-ce qui décide, selon vous, de ce qui doit être dit dans les médias traditionnels ou pas? Alors, il faudrait partir beaucoup plus loin. Moi, j'ai proposé ce concept d'État maastrichtien ou d'empire maastrichtien. Je pense effectivement qu'il y a un empire maastrichtien. C'est l'Europe? C'est l'Europe, maastrichtienne. Hein, c'est une Europe qui a le droit d'être nationaliste. Le nationalisme, c'est pas bien quand il s'agit d'un certain nombre de pays. Quand il s'agit de la France, c'est pas bien. Le nationalisme, c'est la guerre, comme dit Mitterrand, qui a un long passé vichiste. Donc le nationalisme, c'est la guerre. Mais quand il s'agit du nationalisme européen, on a le droit au drapeau, qui est le drapeau bleu avec la couronne d'étoiles jaunes comme ça, chacun sait. On a le droit à l'hymne, qui est l'hymne à la joie de Beethoven. On a droit au texte, qui est un texte de Schiller. On a droit à la monnaie, qui est l'euro. On a le droit à la devise, qui est etc., etc. On se dit, tiens, c'est drôle. Le nationalisme, c'est pas bien, mais quand il s'agit de l'Europe, c'est formidable, le nationalisme européen. Alors, si le nationalisme, c'est la guerre, il faut à ce moment-là qu'on envisage cet empire maastrichtien, ou cet État maastrichtien, comme un État nationaliste qui, lui, veut effectivement la guerre. Et on voit bien qu'il y a effectivement des dispositifs journalistiques, intellectuels, etc., qui permettent de défendre cette idée que l'Europe de Maastricht, ce serait formidable, la liberté, la tolérance, le cosmopolitisme, la fin du chômage, la fin de la misère, la fin de la pauvreté, enfin tout ce qui a été vendu à l'époque avec Maastricht. Puis on se dit, bon, ça fait 25 ans que vous êtes au pouvoir, 25 ans après, est-ce que vous pourriez donner des comptes ? Et vous vous apercevez qu'à chaque fois qu'un peuple dit « nous ne voulons plus rester du moins dans ce dispositif », soit on dit, comme en France, le référendum a eu lieu, mais il n'aura pas lieu, on le met à la poubelle et vous aurez de toute façon ce que vous avez refusé, soit comme avec le Brexit, cette incapacité à faire ce que le peuple dit et à traîner. Ça fait 3 ans, je crois, que la sortie de la Grande-Bretagne n'a pas lieu, et on commence à dire « et s'il y avait un deuxième vote ?» un deuxième référendum pour savoir si les gens votent toujours. C'est formidable. Ça a été exclu par Theresa May, la première ministre britannique. Mais bon, voilà. Alors, sur cette question européenne, vous opposez les populistes aux populicides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez très bien que quand on veut des éléments de langage qui soient disqualifiants, on dit, voilà, vous avez les populistes contre les progressistes. Évidemment, tout le monde a bien compris qu'un populiste, c'est un méchant, et que le progressiste était formidable. Et vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec cette opposition, qui est une opposition qui a été fabriquée par Macron, les libéraux, l'Empire maastrichtien, etc., pour nous dire qu'il faut choisir entre le bien et le mal. Je dis, mais non, il y a des gens qui défendent des peuples, et à ce moment-là, ce sont les populistes, et puis des gens qui n'en ont rien à faire des peuples, et qui briment même les peuples. Et je vais sortir un vieux mot du vocabulaire de la langue française, qu'on trouve chez Gracchus Babeuf, révolutionnaire, précurseur du communisme, donc c'est pas un vieux réactionnaire, une espèce de cardinal qui aurait été contre-révolutionnaire pendant la Révolution française. Et il nous dit qu'il existe des populicides. Il crée le concept à l'occasion du génocide vendéen. Et je dis, reprenons ce concept pour lui donner vie. Il y a effectivement une opposition qui n'est pas entre progressistes et populistes, mais qui est entre populistes et populicides. C'est-à-dire entre populistes, c'est-à-dire des gens qui disent « mais moi j'écoute le peuple a des choses à nous dire », et populicides, des gens qui nous disent « mais le peuple, il se trompe, il dit n'importe quoi, quand il vote mal, il faut recommencer, il faut lui dire comment il faut voter », et puis on met la télé, les médias, les journalistes, massivement, comme ça, sur une idéologie qui, on dit, à laquelle on fait dire, effectivement, qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. L'élection de Macron s'est faite comme ça. Il fallait que Marine Le Pen soit présente au second tour pour qu'il puisse être élu au premier tour. Et entre les deux tours, Macron est allé à Oradour-sur-Glane, et puis le lendemain au mémorial de la Shoah, juste pour faire comprendre aux Français un peu crétins, encore ils n'auront pas compris, il y avait le choix entre, en gros, le général de Gaulle, qui était Macron, et puis Adolf Hitler,
qui était Marine Le Pen. Donc effectivement, je n'entre pas dans ce couloir, dans ce goulot d'étranglement du genre populiste contre progressiste.